Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Ici, tous les mardis, nous abordons des sujets qui nous concernent tous, avec transparence et humilité. Le tout accompagné par le regard éclairé de Caroline, spécialisée dans le fonctionnement de l'inconscient et la gestion des traumatismes. Allez, on lâche la tête et on va dans le cœur. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode. Je suis Alix. Bonjour à tous, je suis Caroline. L'épisode du jour s'intitule « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Cette question que l'on a tous posée à quelqu'un ou reçue nous-mêmes pour engager la conversation, comme si elle était la seule et unique porte d'entrée pour faire connaissance. Alors, peut-être est-ce juste une question que l'on pose par facilité ou réflexe, ou peut-être que cela en dit long sur la place qu'occupe le professionnel dans nos vies. Vous noterez alors la subtilité du jeu de mots qui vient volontairement faire un lien entre notre être avec ce ES, qui nous sommes finalement, versus notre faire, ici notre vie professionnelle. Il nous paraissait pertinent d'aborder ce sujet dans un premier épisode, d'une part car il nous offre la possibilité de vous raconter la genèse de ce projet La tête dans le cœur, mais aussi, on l'aura compris, car le sujet de la vie professionnelle fait partie intégrante de nos vies, et ce depuis notre temps d'enfance finalement. Si, souvenez-vous. En tout cas, nous on s'en souvient de cette question posée par la voisine. Et toi, tu voudras faire quoi quand tu seras plus grande ? Cette question somme toute anodine, mais qui a laissé imprégner dans nos têtes d'enfants l'importance du métier que nous exercerons plus tard, comme si ce que nous faisons était prioritaire sur ce que nous sommes. Alors cette question, Caroline, je te la pose. Est-ce que petite fille, tu savais ce que tu voudrais faire plus tard ? Alors déjà, tout d'abord, on va poser le contexte familial dans lequel Alix et moi nous avons grandi. Il faut savoir que dès l'âge de mes 7 ans et quand Alix avait 3 ans, notre père a développé un cancer qui a perduré pendant 2 ans jusqu'au moment où il est décédé. Donc j'avais 9 ans, Alix avait 5 ans. Donc déjà, quand on se souvient que la perception de ma relation à papa de mes 7 à 14 ans va conditionner pour plus tard tout d'abord mon faire, ma scolarité, mon professionnel, l'engagement et les projets, on peut déjà faire un lien avec le fait que s'il y a eu choc émotionnel, et là en l'occurrence un décès, ça a forcément des répercussions pour plus tard. Donc en ce qui me concerne, suite au décès de mon père, de qui j'étais très très proche, une partie de moi est clairement morte. Donc la vie n'avait aucun sens pour moi. Ça a eu des répercussions forcément au niveau de mon école et de ma scolarité. Mais bon, j'étais toujours en vie malgré tout. Je n'avais pas le choix que d'aller à l'école. Et très naturellement, vu que j'étais très à l'aise avec les bébés, les enfants, je me suis spontanément dirigée vers le métier de puéricultrice. Alors moi, quand je redéroule le fil de mon histoire, je me rends compte que j'étais une petite fille déjà assez créative. À l'époque, ça s'exprimait beaucoup par la danse dont j'étais passionnée. Donc c'est vrai que petite fille, je me disais, tiens, plus tard, je serai chorégraphe ou prof de danse. Mais ensuite, suite au décès de notre père, on a reçu de la part de notre mère un discours qui était, les filles, attention, finalement, peu importe le métier que vous exercez plus tard, dans le fond, il faut que vous soyez sécurisés. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'est ça qui a induit après ma réflexion autour de mon métier. Mais d'aussi loin que je me souvienne, petite fille, je me disais, plus tard, peu importe le métier que je fais, ce que je veux, c'est avoir une carrière, un métier qui soit reconnu socialement, entre guillemets, et je veux gagner de l'argent. Voilà, donc l'objectif, c'était celui-ci. Oui, donc là, c'est très intéressant de voir que toi, lors du décès du père, tu étais dans cette tranche de 0-7 ans. C'est-à-dire que tu étais complètement dans l'inconscient, en lien avec maman. Et donc ton deuil, l'enfant, il vit son deuil non pas en lien direct avec le décès du père, mais à travers le filtre de maman quand il est dans cette tranche 0-7 ans. Et tu as reçu de maman à ce moment-là, quand elle faisait son deuil de son mari, qu'elle allait peut-être se retrouver en insécurité. Et en plus de ça, il faut savoir que notre maman vivait au travers du regard de son mari, donc elle avait, via son mari, cette reconnaissance. Donc c'est hyper intéressant de voir que toi, à ce moment-là, tu t'es programmé cette identification à plus tard, il faut que j'ai un métier dans lequel je suis sécurisée et dans lequel j'ai de la reconnaissance. Ouais.
Alors que quand on est dans la tranche 7-14 ans, Comme toi. alias moi, on vit son deuil, directement de la relation à papa, qui, on le sait, va conditionner pour plus tard tout ce que j'ai pu énumérer avant. Donc déjà, on peut voir qu'en ayant vécu la même chose au sein de la même famille, ça a déjà des répercussions totalement différentes en fonction de la période dans laquelle on est. Ah mais moi il était clair que de toute façon mon objectif de vie c'était donc ce plan de carrière, d'avoir un métier reconnu dans lequel je gagnerais de l'argent et quand même il fallait que je me marie. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Il y avait quand même un petit peu la danse qui me trottait dans la tête. C'est aussi pour ça que j'ai fait donc une seconde avec une option danse. Mais très rapidement, dès la première, en fait, je suis partie dans une filière beaucoup plus concrète. À l'époque, c'était la filière STG. Et là, j'ai découvert la communication, le marketing. Et en fait, dès la première, ça a été décisif où je me suis dit, OK, en fait, ce besoin de créativité, il pourra s'exprimer à travers ce métier de communicante, finalement, à travers des visuels, du contenu texte, etc. Et en plus de ça, il m'offrira l'opportunité de faire des études et d'avoir un métier qui est reconnu et dans lequel je pourrais gagner de l'argent, m'épanouir et surtout, voilà, atteindre cet objectif de vie, de carrière. Oui, donc toi, c'était très clair en toi. Oui, de ta scolarité pendant toute ta scolarité, c'était ton cheval de bataille, entre guillemets, c'était ton objectif de vie. Oui, c'était mon objectif. Et en plus de ça, dans le contexte familial dans lequel on a grandi, il fallait aussi que je fasse mon petit bonhomme de chemin. Tu vois, j'avais ce sentiment qu'il fallait pas trop que je fasse de vagues, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que la danse, c'était trop marginal, tu vois. Donc du coup, je suis un peu plus rentrée dans un truc un petit peu plus entendable, reconnu de manière, voilà, pour l'inconscient collectif, pour la famille. Et puis on parle de ça il y a plus de 15 ans, quoi, où à l'époque, l'objectif de vie, c'était le CDI. Et si ça nous plaisait, tant mieux. Si ça nous plaisait pas, tant pis. Toi, on sent que ça a été assez, finalement, fluide, simple. Tout à fait. Ton parcours scolaire, entre guillemets. Alors que moi, à l'inverse, c'était du non-sens permanent. Et j'étais incapable, on rappelle quand même que papa, c'est en lien avec les capacités, j'étais incapable de dire ce que j'allais faire plus tard parce que mon être en entier était brisé et qu'il fallait que je me construise, il fallait que j'apprenne à vivre, à sortir de cette survie dans laquelle j'étais pour que ma vie ait du sens. Et je savais pertinemment au fond de moi, il y avait toujours cette petite voix qui me disait, le jour où tu auras des enfants, c'est là que tu sauras ce que tu feras, c'est là que tu sauras qui tu es, surtout. Donc, si on continue le fil de l'histoire, arrivé en fin de troisième, je suis allée voir une conseillère d'orientation qui m'a conseillé, pour le coup, d'aller en filière sciences médico-sociales, SMS, pour pouvoir poursuivre des études pour être puéricultrice. Très rapidement, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber pourquoi ? Parce que dès que je m'emballais dans quelque chose, c'était génial les premiers temps, et d'un coup, ça retombait. Et là, on peut reconnaître le schéma du tout va très très bien avec papa et du jour au lendemain, il y a tout qui s'écroule. C'est un schéma répétitif qui s'est mis en place sans arrêt dans le cursus scolaire que j'entamais, dans les facs que j'ai pu entamer, dans les petits boulots que j'ai pu faire. Je commençais, tout était génial. Et du jour au lendemain, tout s'écroulait. Donc c'était totalement en résonance avec ce que la petite fille avait perçu au moment du décès du papa. Et quand tu dis que t'as laissé tomber pas la fac, enfin pas le lycée parce que t'as eu ton bac, mais t'as laissé tomber l'objectif de devenir puéricultrice. Complètement. Non, là je pense qu'il était vraiment temps que j'arrête de me voiler la face, que j'arrête de vouloir rentrer dans une case qui faisait plaisir à Pierre-Paul ou Jacques. Il était temps que je cesse tout ça, donc j'ai dit stop, j'ai arrêté complètement les études et j'avais ce besoin de me recentrer sur moi. Alors bien évidemment, je ne pouvais en rien rester à la maison à ne rien faire, donc j'ai trouvé un travail en tant que secrétaire dans une auto-école. Et il n'empêche que c'est un travail dans lequel je me suis engagée pendant 8 ans. Et j'étais en parallèle en train d'entamer un travail sur moi, qui était pour moi vital et prioritaire pour que ma vie ait du sens. Ouais. Tout simplement. Donc me voilà partie à l'auto-école. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que toi, t'avais vraiment... moi, j'avais vraiment cet objectif professionnel qui, évidemment, faisait un peu l'impasse sur ma vie privée. D'ailleurs, je me rappelle au point où maman me disait tout le temps... Alix, c'est important d'avoir une sécurité professionnelle, etc. Mais quand même, l'amour, la famille, etc. La priorité, c'est ça dans la vie.
Donc ça montre quand même à quel point je devais dégager un peu cette envie d'objectif Absolu, à ouais. atteindre. Donc voilà, donc moi, toujours martel en tête, j'ai fait du coup bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. J'ai fait tout comme il fallait, tout bien. Entre-temps, j'ai quand même rencontré Camille, qui est donc mon mari. Et c'est vrai que la rencontre avec lui, comme j'ai su tout de suite que ce serait l'homme de ma vie, ça a commencé à ouvrir une petite brèche sur ah oui, c'est vrai que c'est bien le professionnel, etc. T'es focus, t'es dans ton autoroute là. Mais est-ce que aussi il n'y a pas autre chose? Donc voilà, lui c'est vrai qu'il m'a vraiment adouci de ce côté-là. Parce que moi clairement je me projetais mariée, carriériste, enfin avec une carrière. Et si éventuellement il y avait des enfants, je serais cette mère dynamique qui part au travail le matin, qui dépose ses enfants à l'école. En tout cas, la priorité, dans ma tête telle que je l'imaginais, ce serait priorité à mon travail et ma vie de famille passerait entre guillemets après. Donc voilà, donc moi j'ai eu mon master que j'ai fait en alternance et ensuite j'ai été embauchée dans la boîte dans laquelle j'étais. Donc tout va bien, sortie de master, CDI, place Bellecour, reconnaissance, statut social, enfin voilà. Objectif Donc, atteint. objectif atteint, check quoi. Après, c'est vrai que quand j'y repense, tu vois, contrairement à toi, moi, la scolarité, les études, etc., ça s'est fait de manière assez naturelle, c'était fluide. Je savais ce que je voulais faire et puis je me donnais les moyens d'y arriver. Et puis voilà, et puis ça a roulé, quoi, en tout Oui, cas, jusqu'à l'obtention du CDI. oui, alors ça peut aussi s'expliquer par le fait que, avec notre frère aîné, avec lequel tu as 10 ans d'écart, Ouais. c'est très souvent que tu disais que petite fille représentait cette figure masculine pour toi, comme s'il avait été un substitut du père, Oui, limite, oui, oui, bien sûr, ouais. chose que moi j'ai aucunement ressenti, mais c'est vraiment c'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'il représentait cette figure masculine, cette figure aussi d'autorité, et à laquelle tu t'es référé, et ça a pu alléger entre guillemets euh, le manque de papa. Ouais. Ça veut rien dire que ça a en rien été douloureux pour toi, mais il n'empêche qu'une figure masculine peut aussi faire substitut du père. C'est intéressant quand, par exemple, il y a des parents qui se séparent et si la maman se met avec un nouveau compagnon, ce compagnon a son rôle aussi pour l'enfant. Il peut représenter une figure paternelle. Oui, 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 non, mais c'est vrai, moi je sais tout à fait ce que j'ai ressenti au fil des années, alors que toi, c'est vrai qu'à l'inverse, tu disais que non, que peut-être le fait que vous ayez moins d'écart ou j'en sais rien, mais en tout cas, il a Oui, et puis pas. je l'ai perçu complètement différemment. Moi, je me suis renfermée, j'ai mis mon focus surtout pour envers toi et maman. Et c'est vrai que les garçons, nos deux grands frères, ils étaient plus grands, ils faisaient leur vie, mais Mais toi, t'étais l'aîné des filles aussi. Il y avait peut-être aussi ouais. ce rôle un peu à prendre de Moi, grande très sœur. naturellement et surtout pour ma survie, hein, ça a été un bel avantage secondaire que, à la suite du décès de notre père, j'ai mis mon focus sur toi et maman pour que, bien sûr, je n'aille pas voir en moi ce qui était douloureux. Donc là-dessus, ça a été à un moment donné même salvateur pour moi. Hmm. Complètement. Oui, jusqu'à ce que tu décides finalement de prendre soin de toi véritablement. Voilà, et donc ce moment est arrivé à l'auto-école, hein, où là j'avais un boulot, c'était facile, c'était plus ou moins fluide, mais c'était surtout le moment pour moi de m'occuper de moi, véritablement de moi. J'ai fait très rapidement et très facilement mes deux enfants, et à la naissance de ma fille, donc mon deuxième enfant, là le tsunami émotionnel m'a envahi, et il était véritablement temps que je m'occupe en profondeur de moi, parce que là, non seulement pour mon bien-être, mais aussi pour le bien-être de mes enfants. Et t'as fait quoi du coup, là? Et ben donc là, je me suis dirigée vers la thérapie qui est le détachement de traumatisme, outil auquel je me suis formée parce que dès la première séance, je savais au fond de moi que c'était ça que je voulais faire, parce que c'était vraiment un outil thérapeutique qui répondait à au degré de souffrance dans lequel j'étais. Il me Hmm. fallait quelque chose d'aussi puissant pour que déjà je sorte la tête de l'eau et que je reprenne goût à la vie, etc. etc. Ce tsunami que t'as ressenti à la naissance de ta fille, moi je l'ai ressenti à la naissance de mon premier garçon. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où j'étais installée en CDI, c'est le moment qu'on a choisi avec Camille de faire notre premier enfant, que nous avons mis quand même 1 an à avoir. Et dans cette année-là, plus j'avais envie d'avoir ce bébé, moins ça se passait bien à mon travail, au point où je me suis retrouvée licenciée économique à 1 mois de grossesse. J'ai donc fait ma grossesse à la maison, ça s'est très bien passé parce que j'avais toujours cet objectif en tête
à la naissance de mon bébé, je retournerai travailler et je serai donc toujours cette femme carriériste et maman. Sauf que à la naissance de mon fils, donc j'ai vécu ce tsunami, c'est-à-dire que j'ai clairement vécu une sorte de crise identitaire. Le fait d'avoir un enfant, ça m'a ramené à qui j'étais profondément. Et là, tout ce qui paraissait, tout ce qui était dans le paraître, à savoir cette reconnaissance à travers mon travail, etc., ça n'était plus parce que je voulais me reconnecter à moi pour pouvoir être entière, pour pouvoir élever convenablement cet enfant. Donc, plus les semaines passaient après sa naissance, moins l'envie de retourner au travail se faisait sentir. Voire même, c'était impensable. J'avais qu'une envie, c'était de rester à la maison avec mon fils et reconnecter avec moi et connecter avec cet enfant et expérimenter cette vie de maman. Et ça, c'était complètement en dissonance avec tout ce que je m'étais projeté depuis petite fille. Donc j'ai dû faire le deuil de la Alix d'avant. Je me souviens me dire, mais c'est pas moi ça. Je veux pas être cette femme, cette maman au foyer. Sauf qu'il était évident que pour que je sois bien déjà d'une part avec moi-même et bien avec mon enfant, il fallait que je prenne ce temps d'être avec lui au quotidien. Donc c'est là, moi, où j'ai commencé à entamer un travail sur moi, entre guillemets. Je me suis fait accompagner et j'ai compris que j'avais le droit de prendre le temps de rester à la maison, d'élever mon fils, de me sentir bien dans mes baskets. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque, je me disais, donc on parle de ça quand même il y a plus de 8 ans, enfin il y a 8 ans, à cette époque, je me sentais très seule, on ne parlait pas de ça, de ce qu'on ressentait à la naissance de son enfant, etc. C'était encore des sujets qui étaient très pudiques. Et moi, je me souviens, on habitait à côté à cette époque et je venais te voir et je te disais, mais enfin, je suis en train de vivre un truc de dingue, je suis en train de vivre un tsunami dans ma vie et pourquoi personne n'en parle ? Moi, j'ai envie de partager ce que je ressens. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à le vivre, etc. Et ça a été un peu les prémices de cette volonté de, ensemble, déjà, se dire, on ferait peut-être potentiellement des groupes de parole, etc. Oui, parce que moi, quand j'ai compris que le détachement de traumatisme allait être, pour moi, que ça allait être le métier que j'allais faire, très clairement, c'était l'outil que je voulais transmettre et partager au plus grand nombre autour de moi, j'ai pris la décision d'arrêter l'auto-école pour prendre du temps déjà pour moi-même, pour mes enfants et surtout pour me former. Hein, dans ma tête, quand j'ai fait ma première séance de détachement et que j'ai vu la pertinence de cet outil, je me suis dit, mais mon Dieu, il faut absolument que je le transmette à tout le monde. Et ça a quand même pris 3 ans, hein, cette décision pour me former. Il a fallu ce temps pour que je me libère de beaucoup de choses pour pouvoir être à même d'aider les autres le plus efficacement possible. Mais ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit, allez, go, j'y vais Tu vois, parce que c'est ça que les gens vivent, c'est cette remise en question, mais qu'est-ce qui fait qu'on passe le pas, tu vois ? Déjà, pour passer le pas de me dire je vais me former, il fallait déjà que j'arrête un boulot. Hein. C'est comme le sas d'une banque. Hein. Si on veut ouvrir la porte de devant, il faut que la porte de derrière soit fermée. Donc déjà, dans les énergies, je sentais qu'il fallait que j'arrête ce travail, que je prenne ce temps véritablement, me reconnecter à moi-même pour être prête à m'engager dans cette formation. Et surtout, quand on habitait très près l'une de l'autre et que toi tu vivais ta maternité, que moi... Je vivais ce qui me traversait là professionnellement, donner du sens à ma vie. Tu te souviens, j'avais eu cette idée de monter des groupes de parole. À ce moment-là, toi, tu avais ce besoin d'échanger avec d'autres mamans. On était surtout focalisés sur les femmes à cette époque. Et en même temps, on a eu cette idée-là de mettre en commun, via des cercles de femmes, des sujets qui pouvaient turlupiner tout le monde. Sauf que moi, je voulais en rien me contenter de ça. Je voulais aider profondément ces femmes. Et donc, je me suis dit, bon, bah allez, c'est le moment. C'est le moment j'en avais assez de diriger mes connaissances, mes amis vers d'autres thérapeutes, alors que j'étais tout à fait en mesure de pouvoir, moi, les aider. Et donc, je me suis dit, Caroline, autorise-toi. Et là, je me suis lancée dans cette magnifique formation qui a appris énormément sur la vie. J'ai appris en 6 mois de formation, bien plus qu'en 30 ans de vie. Déjà, j'ai appris sur moi et ça a redonné du sens dans tous les domaines de ma vie. Oui, parce que toi, tu n'étais pas encore formée en tant que thérapeute à cette époque. Et moi, j'avais cette soif de partage et de crier au monde. Mais attention, la maternité, ça peut bouleverser. En tout cas, moi, je le vis. Si je le vis, forcément, quelqu'un d'autre doit le vivre quelque part dans le monde. Toi, de ton côté, tu te disais, ouais, mais si on fait des groupes de parole, c'est bien d'échanger et
Et de partager, de mettre en commun, oui. De déposer quelque chose, mais tu dis, moi, je veux être en capacité d'aider les gens après, et ça a été vraiment le déclic de dire, ok, donc moi, il faut que j'ai un outil que je puisse utiliser au besoin. Si complètement, c'était exactement ça. C'est exactement ça. Alors que, donc toi, tu étais vraiment déjà dans cette dimension d'accompagner, de libérer, ce côté très, praticienne de détachement traumatisme, etc. Alors que moi, j'étais plus dans une volonté d'exprimer ce que j'ai pu ressentir pour que les gens se sentent moins seuls. Il y avait un peu, moi, ce côté... Comme je me sentais très, très seule chez moi avec mon enfant face à ma solitude et ma crise identitaire, j'avais ce besoin de dire au monde, vous n'êtes pas seul, quoi. Oui, et puis oui, tu sentais, je pense, au fond de toi, qu'il y avait d'autres mamans qui vivaient la même chose. Oui, encore une fois, parce que je rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui, des podcasts, des vidéos, et qu'il n'y avait pas de source d'information, et c'est quand même un sujet qui est très tabou. Enfin, très tabou et très intime. Ouais, oui, sûrement. Mais moi, j'avais un peu, en tout cas, quand on commençait à parler des groupes de parole, bon, déjà, moi, personnellement, dans ma vie, je n'en étais absolument pas au point où j'aurais été capable d'animer un groupe de parole, parce que j'étais en train de me reconstruire face à mon bébé. D'autant que j'étais encore un petit peu dans ce schéma de reconnaissance, parce que je me souviens qu'à cette époque, donc j'ai pris le temps de m'arrêter et de m'occuper de mon enfant. Déjà, je l'ai extrêmement mal vécu. Pas moi seule avec mon bébé tous les jours, parce que j'étais extrêmement épanouie, mais par rapport au regard des autres. Dans ma vision que j'avais, moi, c'était je n'existais plus. Donc si tu n'avais plus d'activité professionnelle, ton rôle en tant que maman n'était pas suffisant pour que tu aies une légitimité aux yeux de la société. Tout à fait. Bah déjà d'une, parce que le statut de papa ou de maman au foyer est quand même socialement très peu reconnu, ou en tout cas valorisé. Et deuxièmement, j'étais aussi entourée beaucoup de personnes qui étaient aussi très dans cette dynamique professionnelle, etc. Et quand je rencontrais des gens et qu'on me posait cette question, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et que je disais, bah, moi, j'élève mon enfant, j'étais tellement pas alignée avec ça que bah, du coup, déjà d'une, je devais dégager une insécurité et du coup, les gens passaient à autre chose. Enfin, j'étais devenue, en tout cas dans ma perception, inintéressante aux yeux des autres. Et quand est-ce que du coup, tu as switché, été à l'aise en tant qu'être, en tant que femme, en tant que maman, et que du coup le professionnel a eu une autre tournure dans ta vie? Eh ben, ça a pris au moins 6 ans. Donc déjà, j'ai eu mon premier fils, ensuite nous avons eu notre deuxième bébé. Entre-temps, j'ai fait des missions en communication en freelance, parce que j'ai dit à mon mari, bon écoute, c'était trop lourd en fait. Le fait de ne plus exister socialement, professionnellement aux yeux des gens, j'étais enfin très à l'aise avec mon rôle, mon nouveau statut de maman. Mais c'était trop lourd, donc j'ai dit à Camille, je me souviens, écoute, moi je vais être présente pour notre fils, je vais rebosser, et puis je vais réussir à gérer tout ça. Et donc en parallèle d'être au quotidien avec mon fils, j'ai fait des missions en communication, etc. Donc c'est venu combler. C'était bon. J'élevais mon enfant, mais quand même je travaillais à côté. Donc je faisais encore partie un petit peu de cette reconnaissance. Oui, mais est-ce qu'à l'époque c'était un équilibre dans lequel tu t'épanouissais? À l'époque c'était un équilibre dans lequel je m'épanouissais amplement, sauf que si tu veux c'était jouable avec un enfant. Du moment où j'ai eu mon deuxième enfant, là ça faisait trop, d'autant que c'était post-Covid. Mon deuxième bébé est né juste avant le confinement, oui. Et là, nos enfants allaient à l'école, une photo du 36 du mois, la nounou était malade, et pendant 4 mois d'affilée, je me suis retrouvée avec, où il n'y avait pas un jour où mes enfants n'étaient pas à la maison, et à me retrouver à travailler le soin, etc. Et là, j'ai dit à Camille... C'était plus compatible. J'ai tenu 4 mois. Au bout de 4 mois, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas être à 100% avec les enfants, continuer à travailler, m'occuper de la maison, parce que nous, notre contrat de base, c'était, je m'occupe des enfants, quand j'ai le temps, je travaille, et Camille va au travail et ramène de l'argent. Et puis, il faut quand même souligner qu'en parallèle, tu étais en phase d'introspection profonde. Ah, ça a été mon fil rouge. Hein. De toute façon, de la naissance de mon premier bébé jusqu'à encore aujourd'hui, il y a eu ce fil rouge d'introspection qui a été quand même très, très fort, puissant au début, parce que c'était très gros. Oui, parce que c'est quand même intéressant que quand on a des enfants qui nous réveillent un tsunami émotionnel, ils nous renvoient à notre enfant intérieur, s'occuper de soi, de son enfant intérieur, de nos enfants, de la famille, du professionnel, ça fait beaucoup. Et donc là, tu as atteint ce stade où tu as dit stop. Ouais. Et que je me revois, je dis à Camille, écoute là, je continue encore 2 mois comme ça, je pense que je me relève plus de mon lit.
Et c'est là où le couple a sa place quand même, en tout cas au sein de notre foyer à nous. Là, il m'a dit, ok, d'un point de vue concret, moi, mon mari était commercial, il m'a dit, je demande une augmentation de mon fixe, on venait d'acheter une maison. Il m'a dit, du moment où Ou financièrement, c'est OK. c'est ok, et ben tu t'arrêtes. Et là, je me suis autorisée à me dire, là, je prends du temps pour moi. T'as voulu tout faire, Alix, ces dernières années. Et tes enfants ont travaillé. Là, stop, tu te recentres sur toi. Parce que déjà, d'une, la communication, ça me plaisait plus. De deux, je commençais à me dire, mais en fait, m'être arrêtée pour élever mes enfants, mais c'était tout à fait légitime. Enfin, rien ne m'empêchait de faire ça. C'était ce que j'avais envie de faire dans l'instant. C'est pas moins valorisant que si j'étais retournée travailler. Oui, donc là, tu étais en train de te libérer petit à petit et efficacement de tous les voiles que tu te mettais sur Tout toi. à fait. Et petit à petit, là, tu te recentrais de plus en plus. Exactement, je me délestais petit à petit de ce regard des autres, de ce besoin d'exister, parce que j'existais déjà moi dans mon cœur, donc j'étais plus dépendante de ce que les C'est autres ça. pouvaient penser de moi. Ça a pris du temps, mais en tout cas j'y suis arrivée. Donc grâce au soutien de Camille, le deal c'était lui il travaille, il avait un boulot qui était très prenant à cette époque, lui il travaille, il ramène de l'argent pour faire vivre le foyer. Moi, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de la maison, et quand les enfants sont à l'école, je m'occupe de moi. Et là, quand on dépose tout le monde à la maison, à l'école, que la maison est nickel, et qu'on se retrouve chez soi, que c'est 9h30 et qu'il faut attendre 16h30 pour récupérer sa famille, eh ben, on vit des gros moments de solitude, mais en même temps, Mais nécessaire. mais nécessaire, et c'est le meilleur moyen de se reconnecter à soi. Et là, donc petit à petit, après j'ai repris une routine de sport, etc., qui me faisait du bien. Et petit à petit, cette envie de réintégrer ce pan professionnel dans ma vie est arrivée. Je me suis même demandé à un moment donné s'il fallait que je reprenne un CDI à temps plein en communication. J'ai exploré cette voie et je me suis dit non, finalement, la communication, c'est terminé. En tout cas, telle que je la connaissais, je ne veux plus de ça. Et petit à petit, je me suis dit ok, et maintenant je me suis enfin finalement posé cette question en mon âme et conscience. Là, aujourd'hui, maintenant que tu te sens bien, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce qui donnerait du sens Qu'est-ce qui donnerait professionnellement du à ma sens vie? Et surtout, c'était évident que je ferais une activité professionnelle qui aurait du sens. Oui. C'était pas de reprendre un travail pour revoir des gens, etc. J'avais ce besoin d'œuvrer et de transmettre quelque chose qui a du sens. Et il y avait toujours cette petite idée, nous en parallèle, les samedis, etc., on continuait à parler, à fantasmer un petit peu sur ce qu'on pourrait faire. Oui, alors c'est vrai qu'on est, on est un groupe là de 6, donc nous deux, nos maris et un couple d'amis, on est très très proches et fusionnels, et c'est vrai qu'on se retrouvait tous les samedis soirs à faire des dîners qui pouvaient durer jusqu'à point d'heure, mais c'était des soirées pendant lesquelles, et ce sont d'ailleurs toujours des soirées pendant lesquelles nos prises de conscience, nos remises en question, sur tous les domaines de la vie sont très riches et très enrichissants, et moi je disais toujours à Alix, mais enfin... de toute cette richesse que l'on a, sans aucune prétention, mais de par moi aussi, mon savoir via le métier que je pratique, aujourd'hui, on va les mettre en commun et on doit vraiment en faire quelque chose. Et donc, il s'avère que nous, en parallèle avec mon mari Thomas, nous avions l'objectif de partir vivre à La Réunion, objectif que j'ai depuis moi ma plus tendre enfance, d'aller vivre dans les îles. Donc, nous avons décidé de partir vivre à La Réunion. Il s'avère que donc moi j'étais praticienne du détachement de traumatisme à mon compte, et ces derniers temps le projet de déménager à La Réunion a fait que dans les énergies j'attirais de moins en moins de patients, ce qui était tout à fait logique parce que je ne mettais plus mon intention dans ce projet professionnel, tout en gardant en tête que j'allais apporter sur cette île cet outil thérapeutique, et, et plus ça allait et moins j'avais envie d'œuvrer seule. Donc c'était évident qu'avec Alix, qui nous a rejoint par la suite, c'était évident qu'ensemble nous allions créer quelque chose. Quand c'est évident, ça s'explique même pas avec des mots humains, c'est comme ça, on le sait. Et voilà d'où est venue la genèse de La Tête dans le cœur. Oui, c'est vrai que du moment où vous avez annoncé à tout le monde et pris la décision en disant dans un an, nous partons vivre à La Réunion, il est évident que ton focus était mis sur ce départ. Et puis surtout, vous êtes quand même mariés entre-temps, donc tu avais quand même beaucoup de choses à faire. Et donc tu as fini d'œuvrer là où tu étais à l'époque, tout en douceur, pour pouvoir réentamer quelque chose. Complètement, ici. c'était exactement ça. Nous, on a pris la décision de vivre ici après vous, bien après vous, des mois après vous. Et c'est parti, moi, personnellement, de mon mari, qui est venu en vacances ici et qui est rentré et qui m'a dit, on part vivre là-bas.
Euh, et dans notre contrat de couple, j'appelle ça contrat, c'est un peu froid, mais en tout cas, c'était le deal. Lui, qui était très omniprésent dans son travail, il avait besoin De lever le pied. de lever le pied. Et il fallait quelque chose d'aussi gros qu'un départ à la réunion pour qu'il soit capable de mettre un stop à son travail. Et donc on s'est dit, ok, du moment où on arrive à la réunion, on rééquilibre notre couple. Moi, Camille, il m'a dit, moi j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants, plus de temps avec toi. Ma priorité, je veux que ce soit ma famille, je veux être ce papa présent, tout en gardant dans sa tête une petite case professionnelle aussi. Et moi, j'ai dit, bah moi, il est temps pour moi de lever un petit peu le pied sur le surinvestissement que j'avais auprès de mes enfants. Et j'ai envie maintenant aussi de ramener dans ma vie quelque chose une activité professionnelle. Et donc tout ça, ça a mûri tout le temps qu'on a préparé notre départ. Ça a mûri, on a travaillé dessus, ça a nécessité par moments des angoisses sur lesquelles il a fallu se libérer. Et quand on parlait de la réunion, on se disait, ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, toi et moi en tout cas. Et on savait très bien là où on voulait aller, mais on ne savait pas par quel bout le prendre au début. Et c'est à 3 semaines de mon départ où on s'appelait et moi j'étais en train de vider ma maison. Et tu me dis, ouais, qu'est-ce qu'on ferait par un site internet quand tu viens, on raconte notre vie ici. Et bref, petit à petit, on a brainstormé et en fait, on s'est dit, mais on va commencer avec un podcast. Tout ce qu'on se dit là, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on apprend de la vie, de nous, de nos savoirs, on va le mettre à contribution et on va en faire profiter le monde entier si on peut. C'est vraiment l'objectif. Ouais, et ce sera une porte d'entrée pour tout le reste. Il y a toujours cette envie de faire du présentiel, de faire des groupes de parole, de faire peut-être des journées de développement personnel, pas de développement personnel, mais faire des journées d'ateliers de travail sur soi, d'introspection. Et voilà, il nous manquait cette petite dernière pièce du puzzle de dire comment on commence. Et de là, ça a été d'une simplicité. D'une simplicité, d'une fluidité et d'une évidence. Pourquoi ? Parce que on est prête. On est prête. Faut bien se rappeler que l'une et l'autre avons fait énormément de travail sur soi pour en arriver là où on est. Ça me semble être évident que quand on est confronté à des blocages dans notre vie, déjà, il faut être honnête avec soi et en prendre conscience. Mais en prendre conscience ne suffit pas. Il faut aussi passer à l'action efficacement pour pouvoir se libérer et être à même d'être dans son cœur et pouvoir être aligné et à l'écoute de ses aspirations. Oui, c'est vrai que ce projet, pour nous, il est à ce jour évident, en tout cas dans ce qu'on a envie de faire. Après, ça ne veut pas dire que ça nous demande encore ça amène encore des prises de conscience, des choses à enlever, etc. Mais en tout cas, ce qui nous aide aussi à entreprendre ce projet, qui est finalement de l'inconnu, parce qu'à ce jour, on n'a aucun revenu. L'objectif, c'est quand même d'en vivre. Ça, c'est évident. Je veux dire, on a envie d'œuvrer, mais on a aussi envie de gagner notre vie à travers ce projet. Et ce n'est pas tabou que de dire qu'on a envie de gagner de l'argent à travers quelque chose dans lequel on prend du plaisir. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on est en sécurité vis-à-vis de nos maris qui ont... qui nous laissent la place, pour nous réaliser dans ce domaine-là. Ça, d'autant qu'eux ont aussi un projet en duo, ce sera sûrement des choses dont on vous parlera, et qu'aujourd'hui, ils retardent quelque part un petit peu le commencement de ce projet qu'ils ont, eux, d'entreprendre, pour que nous, on ait la place de pouvoir, et le temps, et la disponibilité mentale, de pouvoir... faire la tête dans le cœur et donc c'est aussi une notion d'équilibre. Pour conclure, moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'aucun choix n'est figé sur le long terme et que la vie professionnelle elle est aussi en mouvement par rapport à ce que l'on vit nous-mêmes personnellement. Moi à un moment donné j'ai ressenti le besoin de rester à la maison à m'occuper de mon fils. Ça a été ok pendant un temps et j'ai mis du temps avant d'accepter que ce choix était arrivé à sa fin aussi. Comme s'il y avait cette notion d'engagement de dire mais non, t'as dit que toi tu serais mère au foyer, tu restes mère au foyer. Fidèle à ce que tu t'étais projeté quoi. Projeté. Exactement. Et voilà, donc apporter un petit peu de rondeur et de douceur à tout ça. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui vous convient ou qui vous convient pas. Mais si en tout cas ça ne vous convient plus, c'est ok de dire bah non, stop, je veux passer à autre chose. En tout cas, moi je sais que j'aurais aimé entendre ça, de dire attends, le choix que tu fais aujourd'hui, il est aujourd'hui à l'instant T. Dans 1 mois, 1 an, 6 ans, peu importe, peut-être que ça évoluera et sûrement que ça évoluera et c'est ok. Oui, donc ça évolue en fonction, comme tu l'as dit, de notre état d'être.
Donc pour conclure, si aujourd'hui vous rencontrez une ou plusieurs problématiques dans le domaine du professionnel, la source peut venir, vous l'avez compris, de la relation à papa de 7 à 14 ans. On peut prendre aussi en considération le contexte dans lequel on a grandi de nos 0 à 21 ans. On a pu entendre des phrases du genre « tu sais, il faut travailler dur dans la vie » ou « on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut », ce qui voudrait sous-entendre qu'on doit faire des choix, au détriment peut-être d'un autre domaine de notre vie. Ou alors ces phrases cassures de rêve, par exemple « ah non mais toi tu veux être pompier ? Non mais tu plaisantes, t'as vu ton niveau en sport, t'y arriveras jamais ». Voilà, donc tout ça, au final, eh bien, ça forme des croyances qui sont tout sauf bénéfiques, ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui peuvent avoir aussi un impact considérable quant à notre relation, à notre professionnel. Et puis, quand on est parent, eh bien, peut-être prêter plus attention à l'état d'être de notre enfant, de notre adolescent, de notre pré-adulte, peut-être plus s'assurer de sa santé émotionnelle, de sa santé psychique, de savoir s'il va bien s'il se sent bien dans son corps ou relation avec les autres, plutôt que de mettre le zoom tout de suite sur son avenir professionnel. Et donc, à toi qui m'écoutes, la question que j'ai envie de te poser, ce sera pas « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» mais « toi, tu es quoi dans la vie ?» Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Surtout, autorisez-vous à nous poser des questions, à nous partager en commentaire ce que vous avez ressenti pendant l'écoute de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain et en attendant, lâchons la tête pour être dans le cœur.